Nous sommes le vendredi 19 juin 2015, soit à peu près 550 années Internet après le 3. Et il est un peu plus de 22h30, soit 2 heures après le Saint Prime Time. Et ce n'est pourtant que maintenant que l'on vous parle en détail de certains des plus gros jeux du salon de Los Angeles. Leur point commun, ils sont tous affublés du tampon rouge PEGI 18+, qui implique indirectement certaines restrictions de diffusion d'images. PEGI 18. Alors au début on était furieux, on s'est dit que c'était pas juste, qu'on allait tout casser dès qu'on arrivera à mettre la main sur ce monsieur PEGI qui nous empêche d'être à la pointe de l'info et de l'audience. Et puis on a réussi à lui mettre la main dessus, en la personne de son représentant français. Je m'appelle Emmanuel Martin, je suis le délégué général du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs qui regroupe les éditeurs de jeux vidéo en France. Je suis à la fois membre du conseil d'administration de PEGI et effectivement j'en suis un des représentants en France. Et comme il n'avait pas l'air méchant du tout en réalité, on s'est senti un peu bête. Alors on s'est calmé et on lui a posé quelques questions tranquillement, pour lui demander par exemple pourquoi le délégué général du CEL siège au conseil d'administration de PEGI. PEGI a été créé à l'initiative du syndicat européen, l'Interactive Software Federation of Europe, qui est basé à Bruxelles, qui est un syndicat qui a été créé à l'initiative du syndicat anglais, allemand et français. Donc le CEL est membre fondateur à la fois de l'ISFI et également de PEGI. Créé en 2006, le système d'évaluation PEGI vise à informer les consommateurs sur le contenu des jeux vidéo qu'ils pourraient acheter. Et, aussi paradoxal que ça puisse paraître, ça ne fait pas des joueurs et des joueuses sa cible principale. PEGI, c'est une autorégulation, c'est-à-dire que ce sont les professionnels du jeu vidéo qui ont voulu démontrer leur responsabilité et qui ont voulu informer au mieux le consommateur. C'est vrai que dans les années 90, il y avait beaucoup de mythes sur le jeu vidéo, on l'accusait de tous les maux, il y avait même des associations en France qui voulaient l'interdire. Et donc les professionnels se sont dit que le meilleur moyen de montrer leur bonne volonté, c'était de faire un système d'information le plus clair, le plus complet possible pour les consommateurs. Donc PEGI, c'est exactement ça. On prend un jeu vidéo, dessus il y a l'âge minimum conseillé, vous retournez derrière, vous avez les éventuels contenus sensibles, ce qui permet à tous les consommateurs d'être informés immédiatement de ce qu'ils ont entre les mains. Il faut savoir que le jeu vidéo, parmi tous les biens culturels, livres, disques ou DVD, le jeu vidéo est celui qui est le plus souvent acheté pour autrui, le plus souvent offert. Et on sait très bien qu'il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui achètent les jeux vidéo pour leurs enfants. Ces parents-là, ils jouent pas forcément, ils savent pas exactement ce que leur demandent leurs enfants, donc il faut qu'ils aient une information la plus claire possible pour se rendre compte de ce qu'ils achètent. PEGI 7. Nous avons tous pu voir les logos d'âge et les indicateurs de contenu à l'avant ou au dos des jaquettes de jeu, et pour être tout à fait honnête, on a sûrement été pas mal à ne pas y faire trop attention. Toutefois, ça n'empêche pas nécessairement de se demander comment ça marche tout ça. La ratification par PEGI, c'est deux étapes. La première, c'est le développeur du jeu lui-même qui va répondre à un questionnaire. Dans ce questionnaire, il va ouvrir, voilà, est-ce que dans votre jeu, il y a des scènes de violence? Ensuite, il va aller, chaque fois qu'il répond à une question, en fait, il va développer pour qualifier le plus possible ce qui se passe dans le jeu. C'est vraiment factuel, hein. On ne parle pas là de contexte ou d'interprétation. Qu'est-ce qui se passe dans le jeu? Est-ce qu'il y a des personnages qui sont frappés? Est-ce qu'ils sont tués? Est-ce que ces personnages sont réalistes? Est-ce qu'ils sont irréalistes? Voilà. On a avec ça une première classification provisoire qui permet notamment aux boîtes de communiquer avant la sortie du jeu. C'est pour ça que vous voyez souvent sur les pubs à la télé un classement PEGI provisoire. Ensuite, le développeur envoie les scènes de son jeu dans des organismes indépendants. Il y en a deux. Il y en a un pour les jeux 3, 7, 12 qui s'appelle le NICAM, qui est basé aux Pays-Bas, et un pour les jeux 16, 18 qui s'appelle le Video Standard Council, qui est basé en Grande-Bretagne. Ces deux organismes indépendants, eux, jouent les jeux, regardent toutes les scènes une par une et arrivent à une classification qui est définitive. Et effectivement, dans cette classification, elle est double. Vous avez une classification par âge, donc 3, 7, 12 et 16 et 18. Et ensuite, dans chacune de ces catégories d'âge, vous avez ces logos, donc présence de nudité, présence de langage grossier, de violence, enfin vous en avez plusieurs types. Et selon la catégorie d'âge qui a été déterminée, le logo de contenu sensible, en fait, montre une intensité. Évidemment, on ne parle pas du même langage grossier pour un jeu pour les 7 ans, pour un jeu pour les 16 ans. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les icônes de contenu n'influent donc pas sur la classification d'âge, c'est même tout à fait le contraire. Néanmoins, cela n'empêche pas certains types de contenus de pouvoir propulser instantanément un jeu vers certaines catégories d'âge. Ça va plus être sur le degré de réalisme. Vous pouvez faire feu sur un humain sans forcément être 18. Par contre, s'il y a du réalisme au niveau de l'impact, de la blessure, là, oui, là, ça peut être des choses qui vous classent directement dans une catégorie.
On parle de PEGI depuis le début de cette interview et il serait peut-être temps de préciser qu'il s'agit d'un acronyme signifiant Pan-European Gaming Information. Il s'agit donc d'un organisme qui concerne plus de 30 pays, aux sensibilités culturelles forcément différentes. Toute l'œuvre de PEGI, effectivement, c'est le trouver des dénominateurs communs entre des pays qui ont des sensibilités, qui ont des cultures différentes et qui ont des lois différentes aussi. Alors aujourd'hui, PEGI est de mémoire présent dans 33 pays et a ratifié plus de 20 000 jeux. Il faut vraiment trouver les dénominateurs communs entre tous ces pays d'Europe. Effectivement, il a fallu tenir compte notamment des lois qui existaient, et notamment au Portugal, comme vous le dites, où les âges 4 et 9 avaient été inscrits dans la loi, et donc il y a eu une modification du PEGI à ce niveau-là, qui a été simplement de rebasculer un petit peu le questionnaire, d'en faire une adaptation. Je peux vous dire aussi en ce moment qu'il y a un débat au sein de PEGI pour savoir si on crée une catégorie supplémentaire à 9 ans. Donc il y a une évolution perpétuelle et une volonté de coller au mieux à la réalité et à l'évolution du jeu vidéo. C'est évident que pour un système de classification, plus on va vers l'universel, plus on est légitime, dans le sens où, dans un souci d'information des consommateurs, plus les symboles sont universels, plus ils peuvent être partagés, plus le système est clair pour tout le monde, plus vous donnez une information qui est claire. C'est pour ça que PEGI est engagé dans une harmonisation au niveau mondial, dans une structure qui s'appelle IARC, qui est l'International Age Rating Coalition, qui a été créée avec le système américain, le SRB, système brésilien, système australien, le système allemand, qui est le seul pays d'Europe à ne pas utiliser PEGI. Et donc on a réussi à trouver un chapeau commun. On travaille par exemple aujourd'hui sur les stores de Windows ou de Google sur les téléphones portables. Si vous ratifiez un jeu vidéo ou même toute autre application, vous allez avoir une classification PEGI et dans le même temps une classification ESRB, une classification australienne, une classification brésilienne et une classification allemande. Ce qui montre qu'il y a des ponts entre ces classifications et qu'il y a vraiment cette possibilité de créer un dénominateur commun. Et si PEGI se concentre essentiellement sur le contenu graphique des jeux qu'il classe, sans se soucier de leur prise en main ou leur complexité pour les plus jeunes, c'est tout simplement parce que c'est son seul but. Effectivement, le rôle de PEGI, c'est de donner une indication sur le contenu du jeu, sur l'âge à partir duquel il est souhaitable de jouer à ce jeu. Il n'y a pas de notion de difficulté. Et effectivement, on peut avoir des jeux extrêmement compliqués qui seront classés 3 par PEGI parce qu'ils ne présentent aucun caractère qui pourrait être choquant ou quoi que ce soit. Et c'est tout simplement un choix. PEGI n'est pas fait pour ça. C'est sans doute plus aux médias, par exemple, aux spécialistes du jeu vidéo, de parler de ces jeux-là. Mais le rôle de PEGI, ou aux distributeurs également, qui ont un important rôle de conseil vis-à-vis des joueurs. Mais PEGI est vraiment là pour dire, voilà, si vous achetez ce jeu à un enfant qui est en dessous de l'âge minimum conseillé, vous faites une erreur, c'est un jeu qui ne sera pas adapté dans son contenu. On parle vraiment là de contenu. Mais quelle que soit la classification finale d'un jeu, on note régulièrement des décalages entre les recommandations de PEGI et celles de la commission de classification des œuvres cinématographiques, qui classifie en France les films et leurs bandes annonces. La classification PEGI est effectivement une classification qui est sévère. Il y a beaucoup de réflexions autour de ça. Et c'est vrai qu'il y a un fort décalage avec le cinéma qui peut être lié déjà à ce que la classification pour le cinéma a un caractère national. Et c'est vrai qu'en France, il y a peut-être une plus grande tradition de liberté, d'expression et qui va être très opérante dans la classification de cinéma. Et que par définition, PEGI, qui est pan-européen, va forcément chercher ce plus petit dénominateur commun dont on parlait, donc être beaucoup plus dur et sévère que peuvent l'être les classifications pour le cinéma. C'est vrai que ce décalage, il est compliqué à lire pour les consommateurs et il y a vraiment beaucoup de réflexions chez PEGI en ce moment pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut arriver à ce que ce soit plus cohérent. Contrairement à ce que l'on observe dans le cinéma en France, le jeu vidéo ne peut pas, à la pornographie et quelques rares autres exceptions près, être interdit à la vente à qui que ce soit. D'où l'idée, parfois tenace, d'un PEGI 18+, qui pourrait être considéré par certains développeurs ou éditeurs comme un argument de vente. Pour moi, c'est un mythe. Vraiment, parce que ça a des conséquences d'être classé 18. Je crois que l'émission dans laquelle nous allons nous entretenir est une émission qui passe tard le soir parce que ça a des contraintes. Ça a des contraintes sur la communication, ça a des contraintes sur les médias. Donc je pense qu'aucun développeur va choisir d'aller directement se mettre en 18 et de subir ces contraintes-là alors qu'il pourrait avec quelques efforts. Parce qu'il y a souvent des jeux qui peuvent, avec quelques modifications, parce que souvent une classification peut tenir à une scène, en modifiant cette scène, peuvent changer de tranche d'âge, et ça se fait souvent parce que, évidemment, plus on peut communiquer autour du public le plus large, et plus on a de chances de succès pour son jeu. Donc là, vraiment, je crois qu'on est sur un mythe de la plus-value du 18, et que je pense que beaucoup d'éditeurs préfèrent s'adresser au plus grand nombre.
S'adresser au plus grand nombre, nous l'avons vu plus tôt, c'est également le but de Peggy, qui depuis quelques années s'attelle à la lourde tâche qui consiste à ratifier le contenu pléthorique des stores de jeux mobiles. On a lancé il y a quelques années déjà la création de cette superstructure internationale, donc IARC, qui vise à harmoniser un petit peu toutes les classifications. Et c'est vrai que l'objectif, c'était de proposer quelque chose qui soit efficace pour le jeu sur mobile. Aujourd'hui, chaque store avait un petit peu sa classification propre, et on sait très bien que pour le consommateur, les repères qu'il a acquis sur sa console portable, sa console de salon, s'il peut les retrouver sur les nouvelles plateformes de jeux vidéo, c'est quand même beaucoup plus clair pour lui. Donc on a beaucoup travaillé sur ça pour pouvoir proposer un outil qui soit le plus efficace possible pour les développeurs d'applications. Et on a bien vu que l'expertise de Peggy, qui existe depuis 2003, qui a vraiment prouvé qu'on arrivait c'est un des seuls exemples d'autorégulation initiée par une industrie qui soit arrivée à ce niveau-là de maturité. Et à tel point donc Google a décidé de l'importer tel quel pour le Play Store, et surtout de l'appliquer au-delà du jeu vidéo pour toutes les applications. Donc c'est une grande réussite pour Peggy, on en est très fiers, c'est une belle reconnaissance de notre travail, et on continue à évangéliser du côté d'Apple, parce que évidemment pour nous, plus le système est universel, plus il est sur toutes les plateformes, plus c'est important. On a déjà Windows, Mozilla et Android, on espère avoir iPhone très rapidement. Et d'ici là, l'avenir plus proche de Peggy, c'est quoi exactement ? Il faut savoir qu'en ce moment, les pouvoirs publics sont en train d'homologuer Peggy. Donc ça aussi, c'est une belle reconnaissance de ce système qui, encore une fois, a été créé par les professionnels, qui ont mis tout en place pour avoir un système qui soit efficace et indépendant. Aujourd'hui, en France, le ministère de l'Intérieur est en train de créer les conditions pour qu'on puisse homologuer Peggy. Alors ça ne changera rien pour le consommateur, puisque déjà les professionnels l'appliquent scrupuleusement. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas acheter dans le commerce un jeu vidéo qui n'aurait pas été ratifié par Peggy. En tout cas, pour nous, c'est important d'avoir cette reconnaissance des pouvoirs publics et d'avoir ce dialogue et de savoir que Peggy va être très rapidement homologué par la République. La reconnaissance du gouvernement en attendant celle d'Apple ? Allez, on va dire que c'est déjà pas mal.